Bonsoir à toutes et à tous. Déjà en ouverture, permettez-moi à la fois de vous présenter les meilleurs vœux pour l'année 2022 au titre du FONJEP et de bien voir nous excuser de ne pas avoir pu faire cette première session en direct, mais vous la proposons en différé et en replay. 2022, une nouvelle année, de nouvelles envies, une nouvelle étape, peut-être une nouvelle ère, qui sait. J'ai l'immense honneur, en tant que président du Fonds de coopération de la jeunesse et l'éducation populaire, plus connu sous le nom de FONJEP, de lancer ce cycle de 11 rencontres qui vont jalonner cette année 2022. Je laisserai Dominique Garret, vice-président du FONJEP, vous détailler la démarche dans quelques instants. Pour ma part, je veux juste rappeler quelques points clés qui nous amènent aujourd'hui à nous présenter devant vous. Le FONJEP, association co-gérée, a depuis sa création accompagné les associations de jeunesse et d'éducation populaire dans les défis qui se posaient à elles. Que ce soit la professionnalisation des animateurs, les enjeux de la conservation et de la valorisation de leurs archives et de leur mémoire, le développement des actions de solidarité internationale, la lutte contre le temps partiel subli, ou plus récemment, la réflexion sur leur modèle socio-économique ou la question des coopérations territoriales. La feuille de route que j'ai proposée aux administrateurs du FONJEP il y a tout juste une année se veut à la fois pleinement ancrée dans ce qui a fait l'histoire et la pertinence de notre association, mais également largement ouverte au questionnement, à la prise en compte des problématiques qui ne sont pas encore traitées et qui traversent les associations. En effet, à l'image de la société dans son ensemble, nos associations sont confrontées à 3 défis majeurs. Le défi numérique, le défi environnemental et le défi démocratique. Ces 3 défis impliquent des logiques de transition dans lesquelles les associations sont engagées et pour lesquelles elles ne bénéficient pas forcément du soutien nécessaire. Pour la transition numérique, la pandémie nous a obligés à brûler les étapes. Mais il va falloir consolider ce qui a été bricolé dans l'urgence et sans doute le revisiter à l'aune du sens de nos actions. Pour la transition environnementale, il y a une nécessité vitale à ce que les associations de jeunesse et d'éducation populaire puissent être pleinement mobilisées pour accompagner et réussir cette dernière. Le défi démocratique auquel fait face notre société n'épargne pas les réseaux associatifs, avec un enjeu interne de transmission intergénérationnelle et d'approfondissement démocratique face à une forte défiance vis-à-vis des institutions. À ces 3 défis s'ajoute un enjeu économique face à la mutation de l'économie de notre secteur et le risque d'une société du tout marchand. Ce sont ces enjeux qui ont poussé à la création d'une commission prospective au FONJEP, qui est à l'origine de ce cycle de rencontres que nous ouvrons ce soir. Un cycle qui trouve aujourd'hui un écho dans les initiatives portées par des villes, je pense à Marseille, à Poitiers, mais également qui résonne avec les thèmes des journées d'ouverture de l'année européenne de la jeunesse, qui a démarré ce matin. Preuve s'il en est que la question de l'éducation populaire et de la jeunesse et de sa contribution aux enjeux de l'époque est un sujet partagé. Pour ouvrir ce cycle, nous avons choisi d'inviter les présidentes et présidents des grandes coordinations représentatives de l'éducation populaire. Le mouvement associatif, nous excusons sa présidente, qui sera représentée par Simon Thiraud, son vice-président. Le CNAGEP, avec Yann Renaud, son coprésident. Exopé, avec Didier Jacquemin, son président. Et enfin, le FONJEP. Autour de cette table, nous avons également fait appel à Jean-Claude Richet comme grand témoin, que vous connaissez sans doute, et Olivier Chaibi, historien. Je les remercie grandement de leur présence. D'aucuns diront table très masculine. Je leur répondrai certes, mais nous pouvions peu agir sur les présidences de ces associations, c'est sans doute un sujet. Ce que nous pouvons reconnaître en tout cas, c'est que l'éducation populaire est portée par des femmes et des hommes de conviction, et ce sont celles et ceux que nous inviterons à venir débattre tout au long de ce cycle. Merci de votre attention. Je vais tenter, je ne sais pas si je vais mieux tenter que mes camarades, mais de répondre un tout petit peu aux questions posées. Si on parle de l'éducation populaire, elle a forcément fait l'objet de définitions et de normes, notamment par les pouvoirs publics, qui ont permis l'obtention d'agréments, de subventions, voire de données publiques sur les associations. Mais elle est aussi forcément très largement définie par les acteurs eux-mêmes. Et on remarque que ces dernières années, un très grand nombre d'organisations spontanées revendiquent ce terme pour des opérations extrêmement variées. Voilà, ça peut être aussi bien pour des rassemblements autour d'une cause politique, des ateliers hors les murs, des médias d'hyperproximité, des luttes très localisées, voire des mouvements de contestation d'ampleur comme les Gilets jaunes. Si toutes ces dynamiques ne sont pas forcément instituées, je crois que nous vivons une époque où les Français veulent réinvestir leur identité citoyenne. Mais peut-être qu'au lieu de l'illustrer par des voies plus classiques, le vote, la création d'associations, ils inventent et innovent en la matière, et souvent de façon souple et simple. Voilà.
ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que c'est sans doute rendu beaucoup plus facile par les nouvelles technologies. Voilà, effectivement, la facilité à communiquer, l'utilisation des réseaux sociaux facilite sans jour ce type de mobilisation et cet usage de l'éducation populaire. Donc ces technologies sont pas nécessairement donc les ennemis de l'éducation populaire. En tout cas, c'est un débat qu'on devra avoir. De même, l'institutionnalisation de ces dynamiques citoyennes peut aussi avoir des avantages comme des inconvénients. En tout cas, cette question ne cesse d'être débattue au sein de ces groupes et collectifs qui se constituent, et c'est la preuve de son importance. Mais dans tous les cas, l'investissement citoyen crée de l'éducation populaire et vice-versa. L'éducation populaire crée de l'investissement citoyen. Les deux sont indissociables. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on peut être relativement optimiste sur l'avenir de l'éducation populaire. Et on voit effectivement, on parlait tout à l'heure des initiatives qui sont prises en ce moment, mais quand on voit aussi les nombreuses mobilisations qui existent aujourd'hui. Il est clair pour le FONJEP que tout ce qui contribuera à redonner aux associations et à l'éducation populaire une place de premier plan dans les réponses à venir sera salué, soutenu, et nous essaierons d'inventer des formes qui permettent ce soutien. Je pense que les grands mouvements historiques de l'éducation populaire créent aussi de nouvelles formes. Yann l'évoquait, ils sont en veille permanente et tâchent de diffuser de nouveaux outils et des espaces adaptés aux nouvelles tendances de la société, et des jeunes en particulier. Ils s'appuient pour cela sur leur longue expérience. Au final, on peut dire que l'innovation est partagée. C'est la raison pour laquelle le FONJEP tient tant à réunir ses différents partenaires et faire émerger des constats et des problématiques d'ensemble. Celles-ci concernent aussi bien les petites que les grandes associations. Et notre rôle en tant que FONJEP est bien de refléter la pluralité et la diversité du monde associatif. Entre parenthèses, si le FONJEP, en tant qu'organisme de cogestion, qui a été créé en 1964, c'est l'un des derniers qui existe encore de la vague des créations de ce type, peut souvent être vu comme peut-être un dinosaure et plutôt adapté aux grandes structures. Mais quand on regarde dans le détail, le FONJEP redistribue des financements de postes à beaucoup d'associations non fédérées. Ce sont 1489 associations qui, en 2021, ont bénéficié des fonds du FONJEP, 1489 associations non fédérées, ce qui représente 30% de l'ensemble. Alors si on essaye de lier nos héritages et la réponse aux mutations, comment est-ce qu'on peut féconder ces expériences, ces pratiques dedans et en dehors des mouvements, voilà. L'histoire et les héritages de l'éducation populaire sont pour nous à la fois une force et un atout considérable. Depuis plus de 20 ans, nous avons la chance d'avoir de nombreux chercheurs qui s'emparent de ces questions, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi sociologique, politique, économique. Ces dernières disciplines ne pouvant faire l'économie de l'histoire. Voilà. Pourtant, l'histoire des associations d'éducation populaire n'est pas si connue que cela, et notamment par les associations elles-mêmes. C'est notre rôle, avec le PAGEP, le pôle des archives de la jeunesse et de l'éducation populaire, et l'ADAGEP, l'association des déposants des associations de jeunesse et d'éducation populaire, d'œuvrer à offrir cette connaissance au plus grand nombre, à travers les archives des mouvements et les manifestations scientifiques organisées, dont l'objet est effectivement de faire dialoguer les générations militantes entre elles d'aujourd'hui avec celles d'hier et les chercheurs. Permettez-moi cette petite minute de réclame, je parle notamment de l'opération que nous organisons les 30 et 31 mars prochains sur l'animation nature et l'éducation à l'environnement, qui se fera a priori à la Alpajol. Je pense que c'est un très beau rendez-vous. Si l'éducation populaire est à la mode, elle a aussi des racines très anciennes, et se replonger dans ses classiques ou ses traces, qui peuvent être glorieuses ou banales, n'est jamais une perte de temps. Quelques exemples. Quand le CNAGEP est créé ici même, en pleine crise de mai 68, elle rédige une déclaration qui n'a pas pris une ride. Quand naît la République des Jeunes, qui deviendra ensuite la Fédération des MJC en 1944, elle dresse une vision de la société dont on peut encore s'inspirer. Qui se souvient encore de Copainville, le premier village de jeunes travailleurs cofondé avec l'ex-union des foyers de jeunes travailleurs, aujourd'hui devenu l'UNAGE, Union nationale pour l'habitat des jeunes. Oui, je crois que l'histoire des associations de jeunesse et d'éducation populaire regorge de surprises, de références et d'enseignements qu'il est bon de rappeler régulièrement. Je vous renvoie pour cela vers le guide des sources, savamment et patiemment entretenu par le PAGEP, qui est en ce sens l'outil le plus à même d'orienter les curiosités. Au-delà des thématiques définies dans notre cycle de rencontres, je crois, et les assises de l'animation qui ont été récemment lancées là, sous le patronage de la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement l'ont montré que la question de l'attractivité de nos métiers, et des métiers de l'animation, est centrale. Et depuis presque 60 ans, le FONJEP n'a cessé d'y réfléchir, voire d'y contribuer. Alors, si on a fait une petite fouille dans nos archives, on a compté pas moins de 11 commissions, 10 enquêtes et un colloque sur cette question depuis 1964. Donc nous voyons bien que ces questions-là sont des problématiques
extrêmement ancienne. Tu l'évoquais tout à l'heure, Didier, la question des nouveaux rapports entre salariés et bénévoles est aussi importante. C'est la nature même de nos associations. J'y ajouterais aussi l'irruption depuis une dizaine d'années du volontariat, quelque chose d'assez neuf finalement dans notre pays. Le temps partiel subi, les rapports de cogestion, les modèles socio-économiques, la demande sociale dans les territoires, les questions de coopération et de développement, la sauvegarde de la mémoire sont les autres grandes thématiques qui ont jalonné la vie du FONGEP et qui demeurent toujours actuelles. Si aujourd'hui nous devons ensemble continuer à travailler et à régler toutes ces questions, je pense que l'un des atouts du FONGEP est d'être un lieu où il y a une chose extrêmement précieuse qui est développée, c'est la confiance. C'est la confiance d'un côté entre l'État, les collectivités territoriales et les associations de jeunesse d'éducation populaire. Et je pense que seule cette confiance nous permet de réfléchir et de bâtir ensemble l'éducation populaire de demain. Et je crois que cette confiance, ce soir, nous en apportons une partie de la preuve. Et je vous en remercie. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier tous d'avoir voulu bien participer à ce lancement de projet. Alors voilà, merci, voilà. Je vous remercie d'avoir participé donc à ce lancement de projet qui, j'espère, malgré le petit retard, a pu donner envie aux personnes qui ont pu y assister à distance de se plonger dans la suite de notre programme. Je pense que les débats, les questions posées, je pense qu'on en a pour quelques jours et je pense qu'on va sans doute même dépasser 2022 pour répondre à l'ensemble des enjeux qui ont été posés. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci au mouvement associatif, merci au CNAGEP, merci à Exopé, merci à Olivier Chaibi et merci à Jean-Claude Richesse d'avoir joué ce jeu-là, d'avoir essuyé un petit peu les plats de cette soirée. Un très grand merci aussi à l'équipe du FONGEP qui a préparé toute cette soirée, à tous les partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à ça. Merci à nos collègues qui en ont assuré aussi la diffusion, la prestation, et on vous donne rendez-vous très prochainement et vous pourrez retrouver cette vidéo sur projet.fr et ainsi que la suite du programme et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Merci.